Bienvenue sur Corée, le podcast économique qui aborde l'actualité dans la zone UMOA. Aujourd'hui, je reçois Gani Ousoglou, économiste et financier, ancien ministre du Bénin. Avec lui, j'aborde les impacts des tensions dans le golfe Persique et autour du détroit d'Ormuz sur les économies de la région. Gani Ousoglou, bonjour. Les missiles dans le golfe Persique redessinent l'économie mondiale. Monsieur Gani Ousoglou, quelles sont les conséquences sur l'Afrique actuellement? Je vous remercie. Je crois que aujourd'hui nous sommes face à un défi majeur. Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, ce n'est pas juste une crise conjoncturelle. Je crois que depuis la crise de 2022 avec la guerre que nous avons vue entre l'Ukraine et la Russie, il y a une vraie recomposition mondiale, à la fois vis-à-vis des États-Unis d'Amérique, vis-à-vis de la Chine, et bien évidemment vis-à-vis du golfe Persique. Et donc, il est important de réaliser que ces impacts ne sont pas simplement conjoncturels, mais ont des conséquences structurelles sur nos économies. Et face à cela, je crois que c'est à la fois un défi pour les pays africains et pour nos économies en particulier, mais aussi un espoir à la fois de recomposition énergétique, économique pour nos économies. Et il était important pour moi d'attirer l'attention sur les impacts d'une telle crise sur le panier de la ménagère, et en particulier pour nos paysans et pour l'ensemble des foyers béninois et je dirais plus largement de l'Afrique de l'Ouest, puisque nous appartenons à une communauté économique. Et donc, il y a des réponses que nous pouvons apporter face à ces défis. Est-ce que les économies africaines étaient suffisamment préparées à faire face à une telle crise? Écoutez, nous devons malgré tout réaliser que notre structure financière, en particulier autour du franc CFA, nous permet et nous a permis jusqu'à présent d'amortir certains chocs exogènes. Comme le franc CFA étant arrimé à l'euro, on est plus ou moins protégé. Par contre, dans un environnement communautaire, les réponses que nous apportons à des crises exogènes n'est pas encore à la hauteur. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, dans la zone d'Asie-Pacifique, l'Asie du Sud-Est, depuis 2000, ils ont mis en place une configuration qui leur permet d'amortir des chocs liés aux perturbations politiques sur leurs économies. Ils sont donc configurés un panier qui permet à cette zone d'avoir des réponses stratégiques, questions alimentaires, en particulier sur le riz. L'Asie du Sud-Est, face à toutes les perturbations qu'ils ont connues, se sont dit, OK, à partir d'aujourd'hui, à partir de l'an 2000, nous allons mettre en place une configuration qui nous permet d'avoir ce que nous avions, nous, ici à l'époque, au niveau de l'ONASA, des réservoirs qui permettent de stocker des céréales, ce qui n'est pas encore le cas dans la zone euro. Et je crois que aujourd'hui, face aux défis que nous rencontrons par rapport à cette guerre et à la fermeture du détroit d'Ormuz, à l'augmentation du prix du baril de pétrole, à l'augmentation des surcoûts dus au transport maritime, on doit pouvoir s'asseoir entre nous pour pouvoir répondre à ces enjeux. Je vous donne un exemple précis.
Aujourd'hui, la plupart de nos économies sont dépendantes à plus de 80% de nos importations et à plus de 90% sur des engrais. Pendant très longtemps, l'Afrique et les pays africains se tournaient vers la Russie et l'Ukraine face à la guerre que nous connaissons depuis 2020, 2022. La guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine. La plupart des économies africaines se sont tournées soit vers le Maroc, qui est l'un des premiers producteurs de phosphate, mais surtout vers des pays comme le Qatar pour le gaz et surtout tout ce qui touche aux engrais, l'urée, les NPK. On a vu une augmentation de 20 à 30% de la facture des engrais. Et une des réponses que nous pouvons aujourd'hui, sur laquelle les pays africains et surtout les pays de la zone UEMOA doivent pouvoir réfléchir, c'est de dire comment faire pour demain, ensemble, aller négocier, que ce soit vis-à-vis du Maroc ou vis-à-vis des pays du Golfe, nos engrais. Si le Bénin seul, ou le Togo, ou la Côte d'Ivoire seul, va négocier des prix à la baisse, ça sera difficile. Si vous êtes 10 pays, vous avez une capacité de négociation qui est beaucoup plus forte. Et c'est ce que les pays d'Asie du Sud-Est ont compris depuis des années. Nous avons réussi à avoir une stabilité monétaire autour du franc CFA, même s'il y a des choses à dire par rapport à cela, mais on n'a pas suffisamment anticipé le fait que, collectivement, face à ces crises, nous pourrions répondre de façon plus pragmatique. Car, vous l'avez vu, le dernier Conseil des ministres, on a vu la facture de la subvention des intrants. Le dernier Conseil des ministres au Bénin. Au Bénin. Cette facture a augmenté d'un peu plus de 20%. On est autour aujourd'hui... 22,5%. Merci. On est aujourd'hui autour d'une subvention de plus de 30 milliards par rapport à l'année dernière. Donc ça prouve que l'impact de cette crise énergétique mondiale que nous subissons sans pouvoir répondre efficacement, en fait, j'ai le sentiment que nous sommes dans une voiture, on est des passagers de cette voiture, on ne tient ni le guidon, ni le frein, on est juste des passagers. Monsieur le ministre, donc vous pensez que la solution n'est pas l'augmentation des subventions, par exemple, pour les fertilisants. Il faut quand même une action plus corsée de la part des gouvernants africains. Non, ça c'est une réponse à très court terme. Donc vous allez courir après l'inflation. Aujourd'hui, le prix du baril de pétrole se trouve autour de $100 le baril, mais il est monté à près de $130. Si la crise persiste au niveau du détroit d'Ormuz, beaucoup d'économistes projettent un baril à $250. Si c'est le cas, vous allez importer de l'inflation. La seule réponse que nous avons à faire et à avoir, c'est quoi? C'est de subventionner à la hausse les chocs exogènes qui s'abattent sur nous sans pouvoir réfléchir à comment demain faire en sorte que cette facture soit moindre sur nos économies. Parce que cet impact, il n'est pas simplement un impact financier, mais il a aussi un impact sur la production à la fois cotonnière, mais aussi vivrière. Sans parler de l'impact qu'a le kérosène et le fioul sur toute la chaîne logistique de transport.
Alors, vous avez parlé du contournement de l'Afrique par le Cap de Bonne-Espérance. Vous en avez parlé dans votre réflexion. Ça a forcément un coût. Donc, forcément aussi, ça, c'est pas aussi une solution selon vous. C'est pas une... Vous savez, il n'y a pas de solution miracle. Par contre, ce que d'autres pays ont pu mettre en place pour atténuer l'impact du coût du transport maritime sur leurs économies, nous, on n'est pas encore parvenus à le faire. Nous avons un corridor important entre le Bénin, je dirais même le Nigeria, Bénin, Togo, Accra. Lagos, Abidjan. Lagos, Abidjan. Et aussi Cotonou, Niamey, Pour les Thaïlandais. Et plus largement le Mali. Mais si les coûts de transport qui ont augmenté de l'ordre de 20 à 30% se répercutent sur nos économies, sans compter l'augmentation du prix du fioul et du gaz liquéfié, vous aurez indubitablement un impact sur le panier de la ménagère. Car les coûts de transport vont augmenter de 20 à 30%. De toute façon, s'ils augmentent de 20 à 30% et que nous importons, nous, par exemple, nos tomates du Togo, voire du Burkina, il y aura une augmentation mécanique. Comment pouvons-nous faire pour pouvoir atténuer ce type d'impact? Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans le détroit d'Ormuz peut demain se passer ailleurs, avec les mêmes conséquences. Ou même demain, avec le même pays qu'on appelle l'Iran, face aujourd'hui les États-Unis. Comment pouvons-nous faire pour atténuer cette fracture, d'abord sociale, parce que ça a un impact économique et financier? Il n'y a pas de solution magique. Hein. Il y a... Vous ne pensez pas, par exemple, que acheter les engrais est plus cher, nos producteurs les utilisent ici, et puisque le coton, par exemple, si je prends l'exemple de cette culture, est exporté après, on le revend aussi plus cher, et ça fait l'équilibre. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Vous savez, dans toute crise, surtout énergétique, il y a des grands gagnants et il y a beaucoup de perdants. Les grands gagnants, bien évidemment, c'est les majors pétrolières, c'est ceux qui font dans les salles des marchés un yo-yo sur le prix spot et le prix à long terme, c'est eux qui gagnent. Ceux qui perdent, c'est les petits pays comme les nôtres, où on n'a aucune couverture, je dirais, et c'est le cas de le dire, sanitaire, face à ces impacts-là. Et donc, il faut au contraire se dire, OK, d'abord comment pouvons-nous collectivement, pas simplement le Bénin, s'asseoir avec nos autres partenaires régionaux pour que demain, on ait la capacité d'aller négocier vis-à-vis de ces grandes compagnies qui nous vendent des engrais, qui nous vendent du pétrole. Plus vous êtes nombreux, plus votre pouvoir de négociation est important. Si vous êtes seul, vous négociez à la marge et de toute façon, personne ne vous fera de cadeau. La deuxième chose, c'est que derrière cette crise, est-ce que nous ne pouvons pas penser à des propositions alternatives? Aujourd'hui, quand vous prenez le cas du Maroc, à Ouarzazate, ils ont mis en place depuis un certain nombre d'années de l'énergie solaire qui leur permet de diminuer la facture énergétique. Nos pays, on est baignés dans le soleil. Nous avons des cours d'eau comme le Mono et j'en passe. Comment pouvons-nous réfléchir à une solution énergétique grâce à nos fleuves? C'est pas quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Et aussi,
comment pouvons-nous passer d'être importateur net d'engrais qui viennent de l'extérieur, comme le NPK, l'urée et le DAP, pour demain générer des engrais organiques produits chez nous. Ce n'est pas quelque chose que nous ne pouvons pas envisager de faire. Donc, il y a des pistes et des solutions. Après, c'est une volonté politique. La conséquence de ce qui se passe aujourd'hui au niveau mondial, c'est que on assiste impuissant à ce qui se passe ailleurs de chez nous. En tant qu'économiste, je suis un peu surpris que nos gouvernants, en général, ne nous proposent pas ce que j'appelle quelque chose de tampon. Vous savez, on n'est peut-être pas aussi riche que des pays comme les pays occidentaux européens, mais quand on prend l'exemple, par exemple, de la France, ben, il y a des chèques énergie. Aujourd'hui, dans certains pays au niveau mondial, l'État soutient certains secteurs, comme le secteur des transports, allège leur fiscalité ou leur donne la possibilité d'avoir des chèques énergie. Les gens mettent de l'argent dans des secteurs ciblés qui sont le moteur de leurs économies. Aujourd'hui, on ne pourra pas continuellement dire on va subventionner l'énergie, on va subventionner les engrais pour les cultures vivrières et le coton, ad vitam aeternam, ce n'est pas possible. Comment allez-vous faire? D'autant plus que nous empruntons énormément sur les marchés financiers, avec aujourd'hui une conséquence directe, les taux d'intérêt à moyen et long terme, avec cette crise énergétique, ont augmenté. Ça veut dire donc que le service de votre dette, mécaniquement, augmente. Alors les gens vont vous dire, oui, mais la dette, aucun pays ne s'est développé sans sa dette. On est d'accord. Mais la chance que ont ces pays par rapport aux nôtres, c'est que, oui, aujourd'hui, vous avez un pays comme la France où la dette représente plus de 110% de son PIB, mais on oublie de rappeler que quand on parle de la dette française, qui se trouve à être autour de, si je ne me trompe pas, 3 milliards d'euros, mais dans le même temps, il s'appuie sur une épargne des Français à hauteur de 3 fois la dette. Vous êtes autour de 6 à 7 milliards d'euros d'épargne. Donc, leur modèle tient toujours la route. Nous, quelle épargne avons-nous pour soutenir cette dette? Ça vous fait sourire, mais c'est la réalité. Déjà, quand vous voyez l'impact de la bancarisation dans les foyers africains, il est très faible. Donc, on doit pouvoir, nous-mêmes, tout en faisant des erreurs, mais réfléchir et se dire comment pouvons-nous, demain, atténuer tous ces impacts, d'autant plus, Monsieur Raoul, qu'on a la chance d'avoir, vous avez parlé du corridor Lagos, Cotonou, Lomé, Accra, Abidjan. mais nous avons à nos portes un marché de plus de 200 millions d'habitants qui, dans quelques années, sera le 3e pays le plus peuplé au monde, qui s'appelle le Niger. Niger. Alors, restons-y. Vous pour amortir un peu la crise. Il y a par exemple, en ce qui concerne le carburant, tout le monde sait aujourd'hui, c'est ce dont on souffre. Aujourd'hui, dans le transport, ça dépend du carburant. Il y a par exemple l'option Dangote qui est
des pays de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire a fait l'option d'aller vers les raffineries de Dangote. Le Togo a fait. Il se pose souvent l'achat avec le Nigeria. Il se pose souvent le problème de la convertibilité du CFA en naira à la BCEAO et tout. Qu'est-ce qui empêche les autres pays, par exemple, de miser sur la production locale, c'est-à-dire la production dans la région? Par exemple, faire l'option de cet opérateur qui... Je crois que vous posez une question qui est fondamentale. C'est la question du Nigeria et de notre espace de la CEDEAO. Vous vous rappelez qu'il y a quelques années, la question d'une nouvelle monnaie commune, c'est encore d'actualité et la CEDEAO travaille dessus. Oui, mais la CEDEAO travaille dessus, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de fortes réticences de part et d'autre. Juste les taux de convertibilité, oui, mais ça pourrait... les taux de convergence, pardon, oui, à niveau des... Ça pourrait être levé. Vous savez, si vous avez vraiment la volonté politique, vous pouvez y arriver. Je crois qu'il y a quelque chose qui est fondamental et que nous avons oublié. Aucun pays européen, occidental, ni asiatique, n'est passé par une période de ce qu'on appelle l'apprentissage. Nous devons faire nos propres erreurs. C'est ce qu'ils sont parvenus à faire. Vous pensez qu'ils sont parvenus du jour au lendemain à avoir ce type de convergence, ce type de réflexion pour parvenir au mieux-être de leur population? Il y a ce qu'on appelle l'apprentissage. Comme un enfant ne se lève pas du jour au lendemain sur ses deux jambes. Il y en a qui arrivent plus vite que d'autres, mais on tâtonne et on se lève. À nous de voir comment nous pouvons, avec le Nigeria, avec le Ghana, avoir une monnaie qui facilite nos échanges. Aujourd'hui, la question de Dangote, elle est capitale. Pourquoi? Voilà quelqu'un qui a l'une des raffineries les plus importantes au monde, et nous avons du mal à opérer avec cette entreprise. Les gouvernants sont obligés, vous savez aussi bien que moi, quand ils importent comme ils exportent, nous devons tenir compte du fait que on ne possède pas réellement notre monnaie. Le référentiel en matière de commerce, c'est le dollar. Donc, voilà. Et on est obligé donc, nos réserves de change qui sont tenues à la Banque de France, on est obligé de négocier avec eux pour pouvoir commercer avec le Nigeria. Mais il y a quelque chose quand même qui, moi, m'interpelle, c'est que aujourd'hui, le Nigeria est quand même le premier partenaire africain de la France. En tout cas, dans l'espace de l'UMOA, c'est le premier partenaire. Dans l'espace CEDEAO. CEDEAO. Comment se fait-il que la France arrive à commercer avec le Nigeria tout en ayant une monnaie qui n'est pas... le naira n'est pas arrimé à l'euro. Voilà, à l'euro. Et que nous, qui sommes dans cet espace de la CEDEAO, on a la difficulté à pouvoir commercer avec le Nigeria. Nous devons repenser à cela. Et aussi, il ne faut pas être naïf. Ceux qui ont mis ce système en place depuis des décennies, il y a de fortes résistances. Rappelez-vous que le même Dangote a eu à lutter contre les majors, comme on les appelle, les compagnies pétrolières les plus importantes au monde, dans son propre pays, face à son propre gouvernement. Donc, à nous de voir comment, je dirais, intelligemment, nous pouvons, face à cette crise énergétique, nous dire, on va maintenant se tourner vers un acteur majeur qui est
sur notre territoire, puisque dans la CEDEAO, tout en sachant que ça ne va pas être facile, parce que depuis des décennies, vous avez à la fois des choses qui s'opèrent depuis longtemps, et donc il va y avoir de fortes résistances. Mais quand tout va bien, ces résistances tiennent. Face à une crise, on a une fenêtre, à nous de la saisir pour pouvoir proposer, je dirais, un autre paradigme, parce que ce dont il est question, c'est de pouvoir atténuer les souffrances de nos populations. Aujourd'hui, la plupart des entreprises béninoises ou même de la CEDEAO sont sujettes au prix du pétrole. La plupart de nos emballages sont faits à partir du pétrole que nous importons. Donc la facture, elle est de toute façon, elle va nous toucher de toute façon à hauteur de 20 et 30% d'augmentation. On le voit aujourd'hui. Mais pire, je vous prends un exemple. Hier, j'ai demandé à un de mes collaborateurs d'aller m'acheter du Poço Tomé gazeux. Il y a des ruptures. Le coût même de la bouteille de Poço Tomé a augmenté parce que les emballages se trouvent impactés à la hausse. Donc, à la fois, vous allez avoir un impact sur le consommateur direct, sur les prix de nos denrées alimentaires de base qui sont transformées à partir du pétrole, et aussi impacté négativement par le coût du transport. Donc, est-ce que nous devons rester les bras croisés? Je ne crois pas. Il y a des mesures d'accompagnement qui n'ont pas été faites pour atténuer l'impact sur la ménagère. Et donc, c'est toutes ces réflexions qui m'amènent à avoir cette réflexion que j'ai délivrée sur ma page Facebook. Alors, on va descendre un peu, Monsieur le ministre. On parle aussi profit. Si, par exemple, dans les 8 pays de l'UMOA, si, par exemple, un homme d'affaires veut profiter de cette crise à l'international, dans quel secteur il doit investir aujourd'hui? Une question délicate, mais je crois que, comme je vous l'ai dit auparavant, nous devons changer de paradigme. Il y a des secteurs aujourd'hui qui ne sont pas dans nos économies priorisés. Quand je vous ai parlé tout à l'heure que nous avions du soleil à profusion, mais on doit pouvoir se dire comment demain pouvoir proposer dans nos villages à la fois de mini-kits solaires, comment pouvoir demain développer à partir de nos fleuves, de nos cours d'eau, des mini-barrages qui pourront générer de l'énergie. Donc, il y a, dans le secteur de l'énergie, si j'avais 30 ans de moins, je dirais que c'est un secteur dans lequel j'investirais. Parce que c'est un... Mais c'est chose bizarre, on sait que Gagnon Soglo aime un peu la terre, il aurait pu dire investir, par exemple, dans une usine d'engrais. Oui. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'engrais organique. C'est une réponse à ce qui est en train de se passer par rapport à nos exportations, nos importations, excusez-moi, de
d'engrais en provenance particulièrement du Golfe Persique. Mais là encore, c'est une volonté politique. Il faut une réponse fiscale pour soutenir des entreprises qui seraient désireuses d'investir dans des engrais organiques. Aujourd'hui, nous, pendant très longtemps, nous avons produit 100 mètres de produits chimiques sur nos récoltes agricoles. Mais quand on voit aujourd'hui, par exemple, la plante de Nîmes, qui peut être une réponse à des engrais chimiques, il faut aller plus loin. Il faut pouvoir d'abord, au niveau de la composition même de ce type d'engrais, avoir un accompagnement. C'est quand même des moyens qui sont importants. Aujourd'hui, quand vous voyez la réponse des pays occidentaux et même asiatiques à cette crise, les gouvernements accompagnent, soutiennent l'initiative industrielle de leurs entrepreneurs, car c'est beaucoup de moyens. On doit pouvoir, dans l'agriculture, aujourd'hui, se dire il est temps que nous ayons une banque agricole. Comment voulez-vous soutenir une vraie réforme, je dirais, structurelle de votre économie qui est basée sur l'agriculture si vous n'avez pas de banque agricole? L'une des réponses qu'a pu fournir le Maroc, c'est une banque agricole. Quand on parle de la France, qui est l'un des pays européens, même si aujourd'hui ils ont des problèmes de compétitivité, mais le crédit agricole a été l'une des réponses pour accompagner toutes les réformes agraires qu'il y a eu dans ce pays après la Deuxième Guerre mondiale. Comment se fait-il que nous n'ayons pas de banque agricole? Le coût de l'argent est trop important pour des entrepreneurs privés, à moins d'avoir droit à des subventions. Mais ces subventions-là, tout le monde n'y a pas accès. Merci. Alors, Gani Oussouglo, nous allons conclure cet entretien. Dites-nous, Gani Oussouglo conseille d'un président africain pendant cette crise. Qu'est-ce que vous allez lui donner comme recette pour faire face à l'inflation et générer pas cette crise? Vous savez ce qui est bien dans l'économie, c'est que ce n'est pas une science exacte. Et que donc, nous pouvons nous tromper tout en faisant des propositions. Et c'est pour ça que je me rappelle l'un des slogans de la France face à la première crise de l'énergie en 1973, ça a été de dire « on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ». La première des choses que je dirais si j'étais conseiller d'un président, vous devez aller voir vos homologues pour dire comment pouvons-nous faire ensemble pour réfléchir afin à la fois d'avoir une force de proposition vis-à-vis des compagnies pétrolières mondiales, comment pouvons-nous faire pour avoir une réponse vis-à-vis du dollar qui est le roi, la Chine, ils sont plus d'1 milliard. Ils sont dans un espace qui s'appelle l'Asie du Sud-Est, avec des pays comme Singapour, le Vietnam, le Japon et j'en passe, qui est une réponse à l'hégémonie du dollar. Donc, ça, c'est la première réponse. Après, voir comment, aujourd'hui, en Afrique, nous pouvons faire une bascule énergétique. Aujourd'hui, je dirais, le fossile a pris le pas sur le solaire. Il serait bon
que nous aussi, nous puissions penser à des solutions à la fois hydroélectriques, mais aussi solaires, pour réduire la dépendance que nous avons vis-à-vis des ressources fossiles que nous importons à plus de 90% de l'étranger, et en particulier du Golfe Persique. Et quand nous ne pouvons pas avoir ce type de réflexion, on n'est même pas capable, nous, de pouvoir aller voir des pays producteurs de pétrole africains, comme l'Angola, comme le Nigeria, comme le Congo, et j'en passe, sans pouvoir nous dire on a une réponse qui est à la fois structurelle, qui s'appuie à la fois sur une réflexion, vous l'avez dit tout à l'heure, on doit changer de paradigme même financier. Si on doit pouvoir commercer et discuter avec le Nigeria, l'Angola, il faut une réponse à ces questions monétaires. Donc, il n'y a pas de, je crois qu'il n'y a pas de recette miracle. Moi, je considère que nous avons tous un cerveau. Il est quand même particulier que depuis 4 mois, que cette crise touche nos économies, qu'il n'y ait pas de débat en notre sein vis-à-vis de ces questions qui touchent l'ensemble de nos populations. Car je ne veux pas alerter bêtement nos populations, mais si cette crise perdure, nous serons les perdants. On ne pourra pas continuellement subventionner nos intrants, que ce soit pour le coton ou les cultures vivrières. La facture sera salée pour tout le monde. Et donc, nous sommes condamnés à pouvoir nous asseoir et à pouvoir réfléchir sans forcément faire appel à des experts étrangers. Nous avons suffisamment de compétences dans notre pays, dans notre sous-région, pour pouvoir nous asseoir et pouvoir définir une politique de responsabilité et de souveraineté vis-à-vis de nos populations. Gani Osoglo, merci. C'est moi qui vous remercie, M. Rowe.